Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour et merci d'avoir pris cette fois-ci le rendez-vous avec nos éditorialistes que je vous présente d'ailleurs. Cyriaque Dekenou qui est journaliste et analyste politique. Bonjour Cyriaque. Bonjour Angel Toboula, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de E-Télé. Merci. Prosper Vogenko de Cap FM. Bonjour Prosper. Bonjour Angel, bonjour téléspectateurs de E-Télé. Vous êtes le secrétaire de rédaction de cette radio. Et enfin, le doyen Constant Yawelewu qui est de Radio Planète. Bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Ça fait un bail, hein? Vraiment. J'espère que vous vous portez bien. Mais ça va. D'accord. Alors, nous aurons 3 sujets. Le premier qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est cette suractivité sur le Nigeria, si on peut le dire comme ça. Alors, à peine sorti, si on doit planter le décor, à peine sorti d'une visite chez le nouvel homme fort du Nigeria, Bola Tinubu, le président Patrice Talon a reçu mercredi dernier l'homme d'affaires Aliko Dangote. Les deux personnalités ont eu de longs échanges. Donc, on a même vu ces deux hommes main dans la main à la sortie de ces échanges. Nous décryptons donc tout cela avec vous. Première question Cyriaque Dekenou, que vous inspire, si on peut le dire comme ça, cette suractivité de Patrice Talon avec le Nigeria? Je pense que cette suractivité de Patrice Talon envers le Nigeria doit quand même satisfaire tout le peuple béninois, parce qu'on sait que sous la gouvernance de l'ex-chef d'État nigérien, à savoir celui qui Mohamed Buhari, la relation diplomatique entre le Bénin et le Nigeria n'était vraiment pas au beau fixe. Il faut avouer qu'il y a eu quand même, disons, des tensions qui étaient visibles. En témoignent les tasses que le Bénin avait imposées au camion de Dangote, et en témoigne également aussi la fermeture unilatérale des frontières bénino-nigérianes par le Nigeria, ce qui était contre quand même les principes liés à la libre circulation des personnes et des biens. Il y a également aussi quand même, disons, ces diverses tensions politiques qui ont secoué le Bénin, au cours desquelles on soupçonnait le Nigeria, notamment certains hommes d'affaires nigériens, d'être quand même, disons, de prêter flanc à l'opposition béninoise. Donc je pense que aujourd'hui, que Patrice Talon soit en train quand même, disons, de travailler pour anoblir cette relation diplomatique entre le Bénin et le Nigeria n'est que quand même, disons, un acte que nous devons saluer. N'oublions pas que lors de l'inauguration de cette raffinerie de Dangote du côté de Nigeria, que le Bénin était absent, une absence qui a quand même, disons, suscité bon nombre de polémiques. Par la suite, on a vu que l'ex-ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, a été débarqué du gouvernement. Donc, on peut quand même, disons, se féliciter, parce que qu'on le veuille ou pas, le Bénin, dans sa coopération bilatérale, notamment, a besoin du Nigeria, surtout parce que le Nigeria constitue un important marché, et nous avons tous quand même, disons, été vraiment en douleur de voir que cette coopération bénino-nigériane n'était véritablement pas au beau-fixe. Dangote, qui, de par le passé, avait accusé le Bénin d'être un mauvais voisin, et cette vidéo-là avait fait quand même, disons, le tour du monde. Et donc, ce sont quand même, disons, des choses qui, de par le passé, ont montré à la face du monde entier que le Bénin et le Nigeria ne parlaient plus quand même, disons, la même langue. Mais aujourd'hui, voir que Patrice Talon était à l'investiture de Bola Tinubu, voir que Patrice Talon était au domicile de Bola Tinubu en France, et qu'il ait pris aussi la peine d'aller lui rendre une visite d'État de l'autre côté du Nigeria, et que par la suite, le plus riche homme d'affaires du Bénin et du Nigeria se retrouve ici au Bénin. Je pense que c'est une très bonne chose. Et nous espérons que cette marche, cette offensive diplomatique du Bénin vis-à-vis du Nigeria ne va pas s'arrêter. Et on ne peut que féliciter l'actuel ministre des Affaires étrangères qui a été nommé,
et qui est d'ethnie Yoruba. Donc, on peut déjà comprendre que il a été nommé pour ça et qu'il est véritablement en train, quand même, disons, de remplir son cahier de charge vis-à-vis du gouvernement béninois. On comprend mieux donc sa nomination aujourd'hui. On comprend mieux sa nomination aujourd'hui. Voilà. Alors, cette visite de Dangote à Patrice Talon au Bénin, si vous préférez, est tout sauf du hasard. On peut le dire comme ça. Bien sûr que oui. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai pas l'impression que les relations entre le Bénin et le Nigeria ont pris un coup à un moment. J'ai plutôt vu des relations entre des hommes, des chefs d'État, des personnalités des deux pays qui n'ont pas fonctionné. La déclaration de Aliko Dangote qui parlait du mauvais voisinage du Bénin, c'était pas le Nigeria qui parlait, c'était pas un chef d'État qui parlait. Donc moi, je n'avais pas plutôt vu Nigeria, Bénin en difficulté, mais des hommes politiques, des personnalités qui ne parlaient forcément pas le même langage pour plusieurs raisons. Maintenant, si ces relations se normalisaient, c'est tout bénéfique pour les deux pays parce que aussi bien le Bénin que le Nigeria, on a besoin l'un l'autre. Quand quelqu'un dit que le Bénin a besoin du Nigeria, il faut que la même personne répète que le Nigeria a besoin du Bénin. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. C'est un marché. Et quand on dit marché, s'il n'y a pas d'animateur du marché, le marché ne s'anime pas. Donc, le Nigeria a besoin du Bénin pour écouler certains produits. Quand vous parlez de Dangote, c'est de la raffinerie, c'est la production du ciment, c'est pas mal de choses. Les véhicules de Dangote transitent tout le temps par le Bénin. Beaucoup de choses. Donc, le Bénin a besoin du Nigeria, le Nigeria a besoin du Bénin. Donc, logiquement, les deux pays doivent entretenir de très bonnes relations. Malgré que le Nigeria compte pratiquement 6 à 7 ports, le Nigeria a besoin du port du Bénin pour certaines choses. On se rappelle encore de la filière véhicule d'occasion en temps, avec tout ce qu'il y a eu comme polémique autour quand on avait interdit en tout cas la transition des véhicules. Il y avait eu des débats. Oui. Voilà. Donc, le Nigeria et le Bénin doivent se porter bien. Leurs relations, les liens d'amitié entre ces deux pays doivent être toujours au beau fixe parce que on a toujours besoin l'un l'autre. C'est de façon générale. Et quand on prend les pays, les citoyens, le Bénin et le Nigeria, c'est pratiquement les mêmes populations, c'est pratiquement les mêmes peuples. Il y a autant les Béninois au Nigeria, autant les Nigériens au Bénin. Donc je pense qu'il y a de quoi susciter la bonne relation entre les deux pays. Et ce qu'on est en train de voir, je pense que les égos sont enterrés, qu'on le veuille ou pas. Bola Tinubu, c'est un produit de Muhammadu Buhari. C'est l'homme politique comme Patrice Talon l'a été avant de devenir chef d'État. C'est la même chose pour Bola Tinubu. Donc, il maîtrise les rouages de la politique aussi bien quand il est venu au pouvoir que quand il n'était pas au pouvoir. Donc, tout réuni, je pense qu'on a enterré les égos. Les hommes se sont compris, les hommes ont vu que sans cette amitié, les peuples des deux pays vont manquer de quelque chose. Ça ne va pas faciliter les transactions, ça ne va pas faciliter la vie aux populations. Et c'est ce qu'on a compris. C'est ce que je vois à travers le renouvellement de l'amitié entre les deux pays, les relations depuis que Bola Tinubu est au pouvoir. Donc Patrice Talon a trouvé peut-être pour moi l'interlocuteur qu'il lui faut, la personnalité qu'il lui faut pour que les échanges soient davantage améliorés, fructifiés. C'est et le Bénin et le Nigeria qui en sortent gagnants de cela. Quand ça y avait le où, eh bien, que vous inspirent ces images avec Dangote ils ont parlé de cette vidéo par rapport, bien évidemment, au ciment. Aujourd'hui, Tinubu est là, Dangote qui vient au Bénin, de très belles images avec Talon et cette personnalité-là qui on la main dans la main. Est-ce qu'on peut dire que Tinubu a été peut-être l'artisan de paix entre ces deux personnalités-là? Oui, on ne peut pas ne pas, au vu de ce que nous avons tous observé, ne pas dire ça. Et je crois que le problème Bénin-Nigeria, c'est une affaire de vision. C'est une affaire de vision parce que d'abord, naturellement, il n'y a rien à changer. Nous avons frontières et nous allons rester ensemble tout le temps que va durer le monde. Donc nous sommes contraints d'être ensemble, de cohabiter. Non seulement de cohabiter, mais de bien cohabiter. Et je crois que ce qui n'était pas, à mon avis, évident, est que l'environnement dans lequel les choses évoluaient avant
et n'avait pas vraiment une vision vraiment très claire. Ce qu'il faut noter est que le président Talon a un mérite. Il a de la vision. Quand il veut faire quelque chose, il ne se lève pas et voit ce qui se passe en ce moment-là précis pour prendre ses décisions. Il a un projet de société. Il a un programme d'action et il exécute. Donc, on sent de la finesse dans ce qui se passe avec lui. Souvenez-vous, 2007, le Bénin a initié le Forum économique Bénin-Nigeria. Dangote y était. Dangote y était. Et c'était sous le président Obasanjo. Mais les résultats de tout ce que a été piloté, le ministre de la Culture, il était le président de la zone franche industrielle. Donc nous n'avons pas manqué de vouloir cohabiter et bien cohabiter avec le Nigeria et surtout sur le fonds de développement économique. Vous voyez, donc c'est pour ça que la zone économique, zone industrielle, zone franche industrielle a été installée, logée au voisinage du Nigeria. Mais qu'est-ce qu'on en a fait concrètement? La vision pour la politique de développement. Est-ce qu'on a eu vraiment une vision ou bien parce qu'il faut faire une zone industrielle, il faut y aller? Donc, les résultats du Forum économique Bénin-Nigeria, où il y avait près de 400 hommes d'affaires nigérians qui étaient au Bénin, je crois qu'il y en avait une vingtaine qui ont signé des accords, des conventions avant de quitter. Mais tout ça là a abouti à quoi? Ça veut dire que nous aimons de l'improvisation et du folklore. Ce qui n'est pas des habitudes telles qu'on le voit de l'actuel président. Il n'improvise pas. Et c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, si nous devons travailler avec le Nigeria, nous avons Claude Jibé qui est là, qui a commencé déjà par donner des fruits. Et si on voit le marché que représente le Nigeria, on commence déjà par trouver que le président Talon doit aller même au-delà de l'objectif qu'il poursuivait, parce que d'autres sont en train de venir déjà chercher les produits et on commence par s'entendre avec le Nigeria. Ça veut dire que la demande sera doublement forte tout à l'heure. Donc, il a commencé par trouver dans la décrispation ce qu'il attendait, ce qu'il voulait, ce qu'il fallait pour concrétiser ses objectifs pour le développement de la carte économique de notre pays. Donc, il est obligé, quand c'est au second mandat, qu'il obtient ce qu'il voulait, il est obligé de se hâter pour que ce qu'il pense soit concrétisé au plus vite. Avant son départ? Avant son départ, forcément. Parce que s'il ne met pas ça en route et qu'un autre vient, c'est pas évident que ça puisse aller à la même allure et on risque C'est vrai que mal comprendre. L'administration, c'est une continuité, mais je voudrais rapidement oui, mais c'est une continuité, mais 2007 dont j'ai parlé, c'est l'État qui continue. Absolument. Et pourtant, mais donc, il y a la volonté politique. Ce que je retiens rapidement, c'est que on ne fait pas des réformes pour être fermé en soi. Le gouvernement du président Patrice Talon est en train de faire des réformes. Tout ce qu'on fait pour le port, tout ce qu'on fait, l'exemple de Claude Jibé qui vient d'être donné, tout ce qu'on fait dans différents domaines, si on ne s'ouvre pas aux autres, on ne va pas en profiter. On ne peut pas faire les réformes et ne pas pouvoir nouer des partenariats pour tout le temps fructifier ces réformes, faire en sorte à profiter des réformes. Si le port a un visage aujourd'hui, c'est vrai que auparavant, il y a le Mali, il y a le Niger, le Burkina, les pays qui nous entourent, qui profitaient. Mais quand on sait le monde qu'il y a au Nigeria, quand on sait les bouches à nourrir au Nigeria, quand on sait les besoins
du Nigeria, malgré tout ce que le pays a comme richesse, il faut forcément s'ouvrir aux autres. Il faut entretenir les relations pour que tout puisse bien se... Oui, c'est vrai que c'est à vous. Non, je pense qu'il faut quand même reconnaître que Patrice Talon a su saisir la balle au bon, c'est-à-dire au bon moment, parce que nous traversons une période où on connaît aujourd'hui, quand même, disons, une flambée des prix des produits pétroliers. Et tout cela, quand même, disons, est dû à la suppression de la subvention de l'État au Nigeria. Dans un contexte pareil où il y a aussi l'installation de cette géante raffinerie de Dangote qui aura quand même encore en surplus plus de 200 000 barils qu'il pourrait quand même, disons, vendre aux pays limitrophes. Le Bénin a tout à fait aujourd'hui intérêt à se rapprocher quand même, disons, du Nigeria pour prendre sa part. Parce que, ne l'oublions pas, si le coût des produits pétroliers au niveau de nos stations-service reste tel qu'il est aujourd'hui, mais c'est parce que nos fournisseurs traditionnels sont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Koweït et autres. Donc, lorsque nous sommes en mesure de transporter le produit pétrolier d'un point aussi proche de nous, pour ici, il est évident que cela, quand même, disons, soulagera la peine de nos populations. Tout ce que Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui, Patrice Talon le fait parce que son souhait, c'est quand même, disons, de pouvoir assouvir, quand même, disons, la soif de sa population, de la population direct dans le panier de la béninoise. Et lorsque l'on voit, il y a déjà environ 3 semaines, déjà, dès son installation, Tinubu avait reçu Dangote et Bill Gates, qui avait également aussi des investissements qui allaient presque dans le même sens. Donc aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est vrai que le doyen parlait tout à l'heure de Glo Digbé et autres, ce que nous autres, nous avons aujourd'hui à faire, c'est de pouvoir quand même, disons, tirer notre part de ce surplus-là qui aura du côté du Niger, parce que qu'on le veuille ou pas, vous ne pouvez pas rester aux côtés de la première puissance économique d'Afrique, et qui d'ailleurs fait partie des BRICS, et c'est-à-dire rester quand même, disons, fermé sur soi. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, Patrice Talon a le mérite quand même, disons, d'établir des coopérations dans lesquelles le Bénin et les pays partenaires discutent quand même, disons, de façon égale. Et c'est surtout ça ce que nous saluons. Cela, quand même, disons, ne demeure pas moins un principe qui doit nous faire occulter le fait que nous avons aujourd'hui besoin du Nigeria et nous en souffrons dans bien de domaines. Si vous avez la chance aujourd'hui de discuter avec les douaniers, et si quand même, disons, il arrive que des douaniers vous fassent des confidences, vous allez comprendre combien de fois dans bien de domaines, cette fermeture de frontières, cette relation quelque peu quand même, disons, difficile que nous avons connue les 5 dernières années avec le Nigeria, ont fortement agi sur l'économie béninoise. C'est heureux que les choses soient en train de rentrer dans l'ordre. On salue Patrice Talon pour quand même, disons, ce mérite, et on félicite également son nouveau ministre des Affaires étrangères qui, sans doute, est en train de remplir son cahier de charges tel que je l'ai dit un peu plus tôt. D'accord. Alors, la part du Bénin, Cyriac a mis l'accent dessus. Je pense que le curseur doit être justement à ce niveau, parce qu'il est bien que la relation soit bonne, d'accord, mais sachant que le Nigeria est un gros consommateur, par exemple, d'huile rouge, de riz et tout ce que vous savez. De la tomate et tout. Il n'y a pas que la part du Bénin, il n'y a pas que le Bénin qui doit prendre sa part chez le Nigeria. Le Nigeria aussi doit prendre sa part chez le Bénin. La production aujourd'hui à Glo Digbé, c'est vrai que les choses n'ont pas encore pris comme on l'aurait souhaité, mais quand ça va prendre, la production de Glo Digbé, seul le Bénin ne pourra pas l'exploiter, on ne peut pas tout consommer. Il faut des marchés d'écoulement, dont le Nigeria qui a une population forte, une grande population. Donc, le Bénin va prendre sa part. Vous avez donné l'exemple de raffinerie, qui est logique, mais le Nigeria doit également prendre sa part en exploitant fortement le port du Bénin, en profitant de Glo Digbé
soit pour l'écoulement des produits et pour bénéficier de la production, mais également pour installer ces entreprises et ces industries. On appelle les Marocains, on appelle les Algériens, on appelle même au-delà de l'Afrique ces investisseurs qui vont venir s'installer au Bénin pour non seulement produire de l'emploi, mais produire des biens. Donc le Nigeria à côté pourrait aussi profiter de ça. Le savoir-faire du Nigeria peut profiter également à la zone de Glodjigwe. Donc il y a le Bénin qui va prendre sa part au Nigeria, il y a le Nigeria qui va prendre sa part au Bénin. Moi je continue de dire que c'est une relation qui profite aussi bien à l'un et à l'autre des deux pays, parce qu'on est des voisins, on a besoin l'un de l'autre. Quand on voit l'atmosphère, les besoins économiques, les besoins de tout genre de l'un et de l'autre des deux pays, je pense qu'il n'y a pas que le Bénin qui va profiter de la relation. Je comprends l'envie de Patrice Talon, l'envie de son gouvernement d'attirer les partenaires, de renchérir les relations, de les nourrir, de les fructifier. Et c'est tout bénéf parce que le Bénin va profiter du Nigeria, le Nigeria va profiter du Bénin. Tout ce qu'on fait à Glodjigwe, il faut des partenaires, il faut des investisseurs, il faut des relations pour que ça puisse tenir sur le long terme. Je reviens sur Olusegun Bakary. Vous comprenez également un peu dans ce sillage-là? Sa nomination. Oui. Est-ce que ça a un impact on peut dire que le choix est bien fait parce qu'il y a cette barrière linguistique qui va favoriser davantage les choses. Il aura de la facilité à discuter avec les Nigérians parce qu'il se retrouve Nigérien quelque part. Il n'est pas Nigérien, je n'ai pas dit ça, mais la langue lui permet de s'exprimer facilement avec les Nigérians et la proximité va profiter aussi au Bénin. Les échanges iront plus vite que prévu, tout va bien se passer. Je pense que le choix de Bakary est un choix stratégique pour faciliter les discussions, les échanges entre le Bénin et le Nigeria sur le plan diplomatique. D'accord. Oui, doyen, ce sera bientôt à vous. Je viens. Je voudrais quand même, parce que moi, quand même, ce que je souhaite au niveau de ces images qui sont quand même, disons, très belles et très bonnes pour quand même une communication gouvernementale, ce que moi je souhaite au-delà de ça, c'est que l'on puisse quand même, disons, renouer avec le passage des camions de Dangote par le territoire béninois. Vous savez que c'est des milliards. C'est sûr qu'on est proche. C'est des milliards qu'on a perdus à cause de cette taxation que le groupe Dangote a jugé exagérée et a commencé par quand même, disons, contourner le Bénin. Et c'est après qu'on a compris que ça a été une perte énorme pour nous. Le souhait, c'est que l'on puisse quand même, disons, revoir, comme ce fut le cas il y a de cela 5 ans, 10 ans, depuis déjà Soglo, Kérékou et autres, que les camions de Dangote continuent encore par transiter par le territoire béninois, puisque c'est de l'argent que nous encaissons, c'est des avantages énormes pour nous. Donc, ces diverses facilités qui seront sans doute accordées à l'homme d'affaires nigérien, sans pour autant compromettre l'économie nationale, parce qu'il faut l'avouer, le Bénin a aussi une responsabilité, celle de protéger ses hommes d'affaires, celle de protéger son commerce intérieur. Même si notre balance commerciale au Bénin aujourd'hui est excédentaire, il faut quand même, disons, avouer que nous avons besoin d'attirer vers nous toutes les opportunités d'argent, surtout que nous sommes en chantier pour pouvoir finaliser les divers chantiers ouverts de part et d'autre sur l'étendue du territoire national. Voilà. Constant Yaoudéou, ce que le Bénin doit mettre maintenant dans le panier pour également satisfaire son voisin. Parce qu'on ne va pas tirer que de lui, comme le disait Prosper. Non, pas du tout. Parce que c'est une relation bilatérale. Et le Bénin a beaucoup de choses à mettre. On a vu déjà dans ce pays le projet français au Nigeria, où on a envoyé des Béninois aller apprendre le français au Nigérian pour pouvoir faciliter aussi les échanges ou les affaires dans plusieurs autres domaines. On a vu aussi déjà le président Obasanjo qui a obtenu de l'espace au Bénin pour faire de l'agriculture industrielle. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons mettre à disposition l'un et l'autre. Vous voyez, donc il s'agira d'explorer davantage. À partir du moment où le climat est favorable, il faut pouvoir, mais vous savez, je donne l'exemple, quand il y avait le forum économique dont je parlais,
et qu'on avait demandé à Dangote d'envoyer la liste de sa délégation, il a dit je viens avec une délégation de 100 personnes. Oui, donc c'est une industrie. On dit on veut explorer les relations économiques avec le Bénin. Il vient avec 100 experts. Donc ça veut dire qu'il veut fouiller. Vraiment fouiller, savoir exactement partout. On peut traiter économie, on peut traiter échange, on peut traiter... Bon, vous voyez, donc c'est quand on a affaire avec les industriels, voilà comme ça que ça se passe. Donc nous sommes même très limités à ce que nous sommes en train de voir sur les images. On n'est pas du tout encore rentré dedans. Oui. On n'est pas du tout encore rentré dedans. Quand on dit Dangote, c'est que quand il prend le Bénin, il y a tellement de choses à dire avec lui que je dis tout simplement, c'est la volonté politique qui est très, 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 très importante et nous sommes en train d'y aller et ça doit pouvoir aller. L'autre chose sur laquelle je voulais intervenir dans le temps, c'est la nomination de M. Bakary Olotuagu. M. Bakary, je crois que l'avantage linguistique ne va quand même pas donner, mais je ne mets pas vraiment sa nomination sur ça parce que on risque de dire qu'il faut désormais que des ministres Yoruba, alors que nous avons déjà eu le président au moment où on a fait le forum économique de l'idée, tout ça, c'est sous le président Boni Yayi qui est Nago, comme Obasanjo qui était Nago, et suivi de Boari qui était Nago. Donc, je ne pense pas, je crois que c'est beaucoup plus scientifique, ce sur quoi nous devons mettre les fondations des relations. Boari Nago, je ne suis pas sûre. Hein. Je pense qu'il doit être Aoussa. Non, il est du Nord. Non, il est du Nord et il doit être de Kano, je crois. Ah. Oui, il est du Nord, mais très proche. Il n'est pas Nago. Très proche. De toute façon, très proche de Obasanjo, donc il était très proche également aussi de l'ex-chef d'État béninois. Voilà, il fallait préciser. Bon, on va finir sur ce sujet. Je pense qu'on a fait le tout là-dessus. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore... ce qu'il faut retenir ou ce qu'il faut souhaiter, c'est de faire en sorte qu'on ne retourne pas en arrière. Il faut faire en sorte à maintenir le cap et à aller encore plus loin, plus haut. Le Bénin et le Nigeria ne doivent pas se mélanger. Le Bénin et le Nigeria ne doivent pas se compromettre. On a à apprendre tellement l'un l'autre, on a tellement à gagner l'un l'autre que on doit se porter, la relation entre les deux pays doit toujours se porter au mieux. Ça a commencé, bon, ça s'est renouvelé, on va dire. Il faut que ce renouvellement reste ainsi et va un peu plus haut. Parce que je sais que le Nigeria a besoin du Bénin, je me répète régulièrement, et le Bénin a besoin du Nigeria. Les réformes que nous faisons, il faut des partenaires pour les fructifier. Ainsi de suite, chez les autres aussi. Et je souhaiterais que ce que Patrice Talon a commencé, que ça dure et que son successeur prenne aussi la main. L'exemple que le doyen donnait de 2007, qui n'a pas prolongé les faits, ça n'a pas certainement profité ni l'un ni l'autre. Il faut que ça continue. Il faut qu'on profite vraiment du Nigeria, qui est un géant à côté de nous. Mais on a oublié de mentionner l'ouverture totale maintenant et complète des frontières du côté du Nigeria. C'est toujours la suite logique. C'est la suite logique du renouvellement. Même avant l'arrivée de Tinubu au pouvoir, ce n'était qu'une ouverture partielle des frontières. Donc, c'est l'arrivée de Tinubu. Vous savez, je l'ai dit un peu plus tôt, que Patrice Talon a su quand même, disons, saisir la balle au bon moment. Pourquoi? Parce que Tinubu, c'est vrai, homme d'affaires, opérateur économique et autres, avant de rentrer dans la politique, ancien gouverneur et autres, savait qu'il était quand même, disons, important que le Nigeria s'ouvre quand même à ses voisins. C'est vrai que c'était beaucoup plus pour des questions, premièrement, sécuritaires, et secondairement, des questions liées quand même, disons, à l'envahissement du marché nigérien par des produits qui étaient interdits, notamment le riz importé
de la Chine, d'Indonésie et autres. Pourquoi? Parce que le Nigeria avait quand même, disons, dans le temps, si on devrait s'en tenir au discours des anciens responsables d'État nigérians, c'était que le Nigeria avait fortement financé la production du riz au plan national. Donc ces agriculteurs avaient tellement produit. Malheureusement, les gens importaient du riz, mais comme c'était interdit au Nigeria, les gens passaient par, disons, les ports des pays voisins pour pouvoir envahir maintenant le Nigeria avec ses produits au nom de la libre circulation des personnes et des biens. Ce que l'État nigérian n'a pas quand même, disons, accepté en décidant unilatéralement de fermer les frontières. Et je pense qu'aujourd'hui, cette page-là a été tournée, ce que chaque État dénonçait. Je pense que les uns et les autres veilleront à ce que ces erreurs-là ne se répètent plus. Il y a aussi cette question liée quand même, disons, à la paix, parce que le Nigeria a besoin de pacifier ses relations avec le Bénin pour que cette paix-là puisse réjaillir sur le Nigeria. N'oublions pas que si l'on devait rentrer quand même, disons, dans des interprétations politico-juridiques, il y a l'autre, le sécessionniste nigérian que le Bénin avait refusé de remettre au Nigeria. Donc, cette relation vraiment très tendue entre le Nigeria et le Bénin sous l'ex-chef d'État Muhammadu Buhari n'avait pas facilité les choses parce que, bon, peut-être que ce n'était pas bien puisque c'est contraire au protocole d'accord de la CEDEAO que l'on décide de fermer les frontières aux États voisins pour des questions ou une autre. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes heureux que nous ayons quand même, disons, tout ça là derrière nous. C'est une nouvelle administration qui vient de s'installer. Patrice Talon a compris qu'il faille quand même, disons, saisir la balle au bon moment pour que l'économie nationale puisse quand même davantage se relever. Oui, juste pour noter que nous avons un avantage qui, dans ce qui se passe, c'est ce qui facilite beaucoup plus les choses est que Tinubu ne doit pas avoir trop à réfléchir ou à s'informer avant de savoir ce qu'il faut faire avec le Bénin. Je crois qu'il y a ça qui fait qu'on est en train de vite avancer parce qu'il est resté au Bénin. Il a séjourné au Bénin quelques années et dans une zone frontalière avec le Nigeria. Donc il a vécu le quotidien des Béninois par rapport au Nigeria, pour ne pas dire qu'il a été béninois à un moment donné. Donc à partir du moment où il retourne de l'autre côté et il devient décideur, je crois que dans sa tête, ça va vite. Ça va vite. Allez, on va passer à un autre sujet précisément. On parle de ce communiqué de la CIRAT qui fait grincer des dents la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire qui a à charge la gestion des postes péage et péage-pesage, ne veut plus faire la monnaie, je vais dire, des billets au-delà de 2000 francs CFA. En termes clairs, donc, les billets de 5 000 et 10 000 sont out. Et cela va démarrer précisément le 15 août, annonce le communiqué. L'objectif est de garantir, je cite, une meilleure fluidité sur l'ensemble des postes. Fin de citation. Alors, avant d'en venir aux motivations, attardons-nous quelque peu sur le cadre légal. N'est-ce pas un peu je vais dire un refus de la monnaie légale ayant cours dans l'espace monétaire qu'on connaît. On va commencer par vous, Constantin. Oui, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Bon. Dans ce domaine-là aussi. Dans ce domaine-là aussi, parce que votre monnaie, moi, me bloque. Je vais à Lomé prendre le vol. Et je suis en route et parce que vous avez remis un billet de 10 000, je suis obligé de rater mon vol. Mais vous m'avez fait de préjudice. Vous voyez, mais quand c'est comme ça et que une habitude individuelle, je vais dire, va réjaillir sur la situation du plus grand, on est obligé de demander des restrictions.
si vous avez déjà été une fois dans votre village, vous revenez, vous êtes au volant, tout fatigué, vous vous dites, je dois pouvoir vite y aller, et que vous venez au péage, perdre 2 heures de temps sur un voyage qui devrait durer 45 minutes, vous perdez 2 heures à 3 heures rien que au péage, c'est que vous êtes coulé. C'est pas... c'est exagérément dit. Mais non, mais nous en avons vu sur... Mais... sur la route de Porto-Nouveau, à un moment donné, mais vous êtes parce que les camions, eux, ils prennent de l'espace. À partir du moment où le go-slow des camions commence et déborde sur le grand espace et qu'ils viennent sur la double voie, alors là, les autres véhicules sont obligés de faire un rang aussi. Vous voyez, donc à un moment donné, ce n'est pas au péage là que vous perdez le temps. Vous commencez par perdre le temps déjà à 5 km où vous commencez par faire chose et vos moteurs commencent par s'échauffer. Vous voyez ce qui se passe? Il nous arrive que les gens nous demandent, les caissiers nous demandent pratiquement allez garer d'abord et vous revenez chercher la monnaie quand j'en aurai trouvé. Donc si ce moyen existe, que c'est gérable. Bon, ce moyen existe. Ce moyen existe, c'est gérable. Mais si c'est une seule personne qui a remis un billet de 10 000, c'est bien. Mais quand vous êtes... Tout le monde vient avec 10 000. Tout le monde vient avec 10 000. Vous êtes 20 à remettre au billet de 10 000 pour prendre monnaie de 9 600. Le 100 francs qu'il y a sur le 600. Moi, il m'est arrivé une fois où j'ai été obligé d'accepter payer le prix du camion, des passages. Pour pouvoir partir. Pour pouvoir vite partir. Donc, j'ai payé plus, doublement, au lieu de payer, je crois, 400 ou autre, j'ai payé 2000 ou 1500 pour pouvoir vite partir. Parce que quand j'ai vu, je me suis dit, mais ça va être, quand est-ce que je vais quitter ici? Donc, ce n'est pas méchanceté à mon avis, mais quand on sait ce qu'on vit, parce que tout le monde, il faut comprendre aussi, tout le monde n'est pas dans un véhicule climatisé. Tout le monde n'est pas dans un véhicule climatisé. Les vitres, simplement, on oublie que personne sont fermées. Non, le problème est que vous ne pouvez pas être en train d'éteindre, de rallumer, d'éteindre, de rallumer. C'est un autre problème que vous êtes en train de créer à votre démarreur. Vous voyez, et ça consomme plus, le go-slow, ça consomme plus de carburant. D'accord. Vous voyez, donc voilà que le carburant est devenu aujourd'hui plus cher. Est-ce qu'il faut faire 1 heure, 45 minutes? Vous approuvez complètement la mesure de la CIRAT. Ah oui, il vaut mieux qu'on aide, avant de venir là, qu'on aide à trouver, à faire la monnaie. Même pas, si on ne trouve pas exactement les 400 francs ou bien les 200 francs ou les 500 francs, qu'on trouve quand même ce qui peut permettre à tout le monde. Mais des fois, vous êtes dans les rangs et on s'entend. Quand on commence à comprendre ça, on s'entend, on dit, bon, et qui a des pièces, comment on va faire? Donc, on s'entend et on remet 5000, on remet 2000 à 5. Et arriver là, c'est plus facile pour nous. Donc nous-mêmes, nous essayons de composer, mais tout le monde n'est pas coopératif. D'accord. Voilà. Je posais la question tout à l'heure parce que quand il s'est agi du refus des pièces pour raison d'altération ou bien de pièces divinités, tout ce que vous savez là, le ministre des Finances avait sorti un communiqué pour dire que le refus d'une monnaie légalement en cours dans un pays de l'espace UEMOA était puni. Bien sûr. Pas les tests en vigueur. Avant d'oublier maintenant ces tests en vigueur, la CIRAT agit-elle en vase clos, c'est-à-dire sans l'approbation du ministère? Il y a beaucoup de questions autour en réalité. Je commence avec vous, Prosper. Non, je pense que le message, le circulaire de la CIRAT est bien fondé parce qu'il y a une raison qui est avancée dans la note, qui est valable, la fluidité de la circulation. C'est une raison valable. Il faut permettre aux gens de vaquer librement à leurs occupations, d'aller et de venir à temps. Il faut gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Cette partie est vraiment logique parce que ce n'est pas que parfois les gens n'ont pas de monnaie pour passer facilement, mais ils veulent faire de la monnaie.
Et à ce niveau, je pense que c'est logique de dire on ne veut plus. Mais est-ce qu'on a besoin de communiquer pour le faire? Je dis non. Dites, on ne fait plus la monnaie. Et si ça s'arrête, bon. Vous arrivez avec votre véhicule, vous sortez votre billet de 10 000, il dit je n'ai pas de monnaie. Vous continuez votre chemin. Vous venez avec votre 5 000, on n'a pas besoin de communiquer pour le faire. C'est vrai que oui, il faut avertir. On dit souvent que le fétiche qui n'avertit pas ne fait pas mal. Il faut avertir et puis après, on va, la suite, on connaît, d'accord. Mais je pense que c'est logique de dire aux gens, prenez vos dispositions pour faciliter la circulation, pour que les gens puissent vaquer rapidement, en temps, les gens puissent gagner en temps sur la route. Ça n'empêche pas un chauffeur de sortir avec un billet de 500 ou de 1000 francs, arriver au pompier, ça passe rapidement et puis continue son chemin. Ça n'empêche pas. C'est vrai que tout, ça fait parler. On dit non, on est dans quel pays? Moi, j'ai 10 000. Je vais faire comment? C'est ce que j'ai. Je vais faire comment? Oui, c'est ce que vous avez. Vous n'avez pas le choix. Mais vous aurez pu prendre des dispositions. Vous êtes sorti d'une maison. Vous êtes sorti de quelque part. Je ne dis pas forcément que... Il faut oublier qu'il oui, y a on une peut oublier. du genre. On a tellement à faire. On peut oublier aussi. Est-ce que ça règle même le problème concrètement? Non, pas du tout. Ça ne règle pas le problème. Parce qu'on peut venir avec 2000 et être confronté à un problème de monnaie et ne pas forcément gagner du temps. C'est pas toujours facile pour ces gens-là d'avoir la monnaie à portée de main. Et puis, mais je pense que c'est aussi simple que ça. Les propriétaires de véhicules n'ont qu'à prendre les dispositions pour non seulement gagner du temps, mais faire gagner du temps aux autres. C'est souvent les véhicules en transport commun qu'ils font parce que les clients n'ont pas de monnaie, il faut les aider au pont-péage. Ils disent même, arrivé au pont-péage, on va se débrouiller, on va faire la monnaie. Et en faisant la monnaie, vous empêchez quelqu'un. 1 minute, c'est du temps. Hein? 2 minutes, c'est du temps. Donc, je trouve que c'est logique. Ça va amener les propriétaires de véhicules à prendre les dispositions déjà en sortant de la maison. C'est pour leur bien. Ils vont gagner du temps, mais ils vont faire gagner du temps aux autres. Si vous avez l'habitude de voyager entre Ouidah et Cotonou, entre Cotonou et Porto Novo, vous constaterez que parfois on vous fait perdre 5 à 10 minutes, qui est préjudiciable sur là où vous allez. Ça peut vous coûter du temps. J'ai un exemple. Je devais aller suivre un match à Porto Novo et j'ai pris mes dispositions pour arriver à Porto Novo à temps. Mais je suis en retard parce que j'ai passé plus de 15 minutes au pont-péage à Ekpe. Donc, c'est autant de choses. Ce n'est pas seulement pour le bonheur des gens qui travaillent au pont-péage, c'est pour le bonheur du citoyen aussi. Le temps, c'est de l'argent. Il faut apprendre à en gagner. Et ça nous manque souvent. C'est pas dans nos cultures. On se fout souvent du temps. On dit non, c'est rien. 5 minutes, c'est rien. 10 minutes, c'est rien. Je peux perdre 10 minutes. Ça ne gâche pas là où je vais. C'est le temps de Dieu qui est ci, qui est ça. Je pense qu'en le faisant, on va gagner du temps pour nous-mêmes et on va faire gagner les autres. On va faire gagner du temps aux autres pour que nous puissions aller. La fluidité, seule raison évoquée dans le message, moi, m'a certainement plu. J'ai trouvé que c'est logique. On va gagner du temps. Allons vite et revenons vite. C'est bien. De la logique, gain du temps, d'accord, mais on ferme les yeux sur l'aspect test en vigueur qui, moi, me tient à cœur. Non, en fait, vous savez, moi, il faut d'abord se poser des questions pour d'abord comprendre quelle est quand même, disons, la volonté qui sous-tend cette décision-là de la CIRAT, parce que les véhicules de transport en commun, en général, sont des véhicules dont les conducteurs préfèrent aller chercher les monnaies au niveau de nos ponts de péage et de pesage. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la dite décision a été prise. Malheureusement, il ne faut pas pour autant se lever et applaudir à 4 pattes une décision pareille qui en aucun cas ne constitue une décision favorable à la fluidité de la circulation. Je vous explique. D'abord, la première des choses, c'est quoi? Est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'aller dans une pharmacie et d'être confronté à un problème de monnaie? Parce que les gens oublient quel est quand même, disons, le statut de la CIRAT. C'est une société qui se fait de bénéfices. C'est une entreprise qui se fait de bénéfices. Donc, elle se doit en réalité de s'adapter à sa clientèle. Et sa clientèle, c'est les passagers. On ne va pas, au nom de la fluidité de la circulation, prendre une décision pareille, non. Parce que, n'oublions pas que la plupart de nos routes sont des routes inter-États. Et que ce n'est pas parce que nous, peut-être ici, à l'interne, dans notre sociologie, c'est que les bus de transport en commun viennent chercher des monnaies qu'il faille prendre une décision pareille. Secondairement, c'est quoi? C'est que ceux qui géraient nos unités
de péage et de pesage par le passé avaient très bien anticipé, de telle sorte que si vous allez au niveau de la plupart de nos ponts de péage, il y a quand même, disons, des colonnes où il est écrit monnaie. Donc, si vous avez la monnaie et que vous êtes pressé, vous passez par là. Il arrive même des fois où, certes, vous n'avez pas la monnaie, mais vous êtes quand même, disons, d'accord d'aller remettre 500 francs, quitte à laisser les 200 francs et passer. Tout ça là, pourquoi? Tout ça là parce que on ne peut en aucun cas imposer à quelqu'un son moyen de paiement, ou bien quand même, disons, quantifier le moyen financier par lequel quelqu'un doit quand même, disons, payer au niveau d'unité de péage. Et là-dessus, je suis foncièrement contre. Et je le dis ouvertement, ce n'est pas toute décision qu'il faut applaudir, non, en la matière. Puisque lorsqu'il y a, par exemple, 4 ponts de passage, il est souvent un pont de passage ou bien 2 sont généralement réservés pour ceux qui ont de la monnaie. Et les autres ponts de passage sont réservés à ceux qui peut-être n'ont pas de la monnaie. Donc, la fluidité de la circulation, est-ce que la fluidité de la circulation que nous recherchons aujourd'hui sera garantie? Sera garantie en la matière? Je pense que non. Je pense que non parce que l'État en réalité et ceux qui gèrent aujourd'hui nos unités de péage et de pesage devraient plutôt réfléchir à l'élargissement quand même, disons, de nos ponts de péage en République du Bénin. Regardez le cas de Wegbo, par exemple. Je vous donne un simple exemple. Regardez le cas de Wegbo. Ça a été construit parce qu'on se disait non, c'est une route inter-État 7, mais sur laquelle il y a de la fluidité. On a construit simplement 2 ponts de passage pour les gros porteurs. Mais aujourd'hui, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez là, ça dit que vous verrez que vous n'avez pas la possibilité de passer avec votre camion ni votre titan. Donc le problème en réalité n'est pas lié à ça. Et surtout lorsque vous êtes une entreprise qui se fait de bénéfices, vous devez être en mesure de vous organiser. Les pharmaciens le savent. Quand vous allez dans une unité de pharmacie, vous pouvez garder 10 000 francs et payer pour 500 francs CFA. Ils s'arrangent pour vous trouver la monnaie, c'est-à-dire ils se préparent en conséquence. La conséquence de cette décision, c'est quoi? C'est que dans quelques jours, dans quelques mois, vous verrez des cambistes s'installer aux abords de nos ponts de péage et de paysage. Avant de prendre toute décision, il faut d'abord analyser quelle est la sociologie de la population face à laquelle vous êtes en train de prendre la dite décision. Et vous verrez des gens qui, à 1 kilomètre ou bien à 500 mètres du pont de péage, garer leur véhicule pour aller faire de monnaie au niveau des cambistes. Ce qui pourrait engendrer à long terme des cas d'accident ou bien même, disons, des cas d'embouteillage au niveau de nos ponts de péage. Donc là-dessus, moi je pense que la CIRAC devrait en principe rapporter cette décision qui en aucun cas n'est pas de nature à favoriser la libre circulation des personnes et des biens, surtout que nous sommes dans un espace communautaire où ces notes circulaires en réalité ne l'emportent pas sur les dispositions légales en cours en République du Bénin. Mieux, l'État doit aussi prendre ses responsabilités et savoir que la plupart des ponts de péage que nous avons au Bénin, si on prend par exemple ce qui est au niveau de Sémé, Podi, Ekpe, prenez par exemple ce qui est au niveau d'Ahozou, prenez ce qui est au niveau de Wegbo. Ce sont des ponts de péage qui ont été construits à des moments où on ne pensait pas que la population allait quand même, disons, augmenter. Aujourd'hui maintenant, les véhicules ont cessé d'être des moyens de transport, c'est-à-dire ont cessé d'être considérés comme du luxe, mais sont devenus quand même, disons, ce que tout le monde a. Donc l'État doit aussi commencer par anticiper pour qu'il y ait de l'élargissement au niveau de nos ponts de péage. Merci beaucoup. Oui, non, un instant, vous aurez tous la faire. Oui, je continue de dire qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, parce qu'il y a les réalités qui sont là. Sur la route de Porto Novo, on n'avait pas, au niveau du péage, on n'avait pas cette possibilité-là avant. Donc, en redimensionnant la voie et en pensant à un péage,
on a quand même pris de l'espace. À un moment donné, on ne sent pas de l'embouteillage. On ne sent pas de l'embouteillage. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est est-ce que ce n'est pas les pratiques à partir de ce que nous avons commencé par dénoncer à ceux qui pensent qu'ils peuvent aller faire de la monnaie, parce qu'il n'y a pas que c'est notre droit de remettre un billet. Le billet que nous avons ne peut pas nous interdire de donner un billet. Alors que le billet n'est pas gâté, il faut d'abord, il y a d'abord, par rapport à votre question, il y a d'abord un éclaircissement. Le refus de billets, de pièces ou d'argent qu'on avait, que le ministre des Finances, c'est par rapport aux pièces gâtées, c'est d'apprécier la qualité de la pièce. Vous n'avez pas même il y a les billets déchirés qui sont refusés. La qualité, mais on n'a pas demandé de refuser un billet de 10 000 ou de 5 000. Mais dites que le billet est un peu déchiré, je ne prends pas, ou bien c'est lisse, ou bien c'est usé. Le billet, la pièce est très bonne, mais on dit que c'est parce que c'est pour le fétiche, on ne prend pas. Là, on tombe carrément sous le coup de la loi. Je suis entièrement d'accord. Mais dans le cas de la Sirate, dans le cas, dans ce cas précis, Sirate est prestataire. C'est vrai. Vous amenez la monnaie, il doit pouvoir trouver la monnaie. Mais je vais dire que les choses, je ne suis pas agent de Sirate ni conseiller, mais les choses ne se décident pas aussi facilement que ça. Il y a des statistiques qui se font sur la densité de la circulation du trafic. Vous voyez, bon, par rapport à ça, la Sirate aussi va chercher la monnaie où? Fonds de caisse, on est en train de parler de fonds de caisse. Est-ce que c'est la BCAO qui va être à la disposition de la Sirate 24 heures sur 24 pour nous trouver des pièces l'argent que la Sirate collecte là, la Sirate va déposer ça où? Non, je n'en disconviens pas. Ce que la Sirate collecte là, la Sirate va déposer ça où? Je suis content. Si vous prenez la responsabilité, je suis content de satisfaire les populations. Avant de venir ici, sur une question aussi cruciale que... Avant de venir ici, vous avez déposé 5 millions dans une banque tout à l'heure avant de venir ici. Retournez dans la banque après l'émission et dites je ne veux que des coupures de 2000 francs et vous allez voir si la banque peut vous trouver rien que des coupures de 2000 aussi facilement. Parce que dans le même cas, c'est votre argent que vous avez déposé. Donc ce n'est pas évident. On n'est pas parce que dans le cas vous allez vous donner la parole. Oui, on va finir avec ça. Oui. Ce que les gens ne comprennent pas et qu'il faut quand même, disons, le dire à nos téléspectateurs, c'est quoi? La Sirate nous vend un service. Oui. Et nous payons à la Sirate un service. Le service que la Sirate nous vend, c'est notre droit de passage. Que la Sirate se charge de nous vendre au nom de l'État. Et nous payons le dit droit au niveau de la Sirate. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que vous ne pouvez pas vous retrouver dans une position d'acheteur et de vendeur et imposer à l'autre le type de moyen de paiement qu'il va utiliser, ni quand même, disons, le type de monnaie qu'il va utiliser. Ça ne se fait pas. Ce qui n'est pas le cas des banques. Je pense que le doyen a commencé à dire quelque chose de très intéressant. On va finir avec ça. C'est parti d'un constat. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas amener 10 000 au pompéage. Je suis sûr qu'on a fait des analyses, on a fait des études pour sortir la décision. Première chose, parce que le libre cours est laissé à tout le monde, parce que la loi dit j'utilise ce que j'ai. Le gars vient tous les jours avec 10 000 et bloque la circulation. Lorsque vous laissez libre cours parce que la loi dit chacun n'a qu'à utiliser ce qu'il a comme argent, ça va continuer comme ça. Je ne vois pas ce qui empêche un propriétaire de véhicule
de s'arranger à sortir de la maison avec un billet de 2000. Il s'arrange comment? Deuxième chose. C'est ça la question. Deuxième chose. On est allé jusqu'à... Pour aller acheter au marché, vous allez avec un billet de 10 000. On est allé... C'est sûr que vous rentrez pas. On est allé même jusqu'à 2000. Pompéi, c'est 400 francs. Ce n'est pas 2000. On a donné même la liberté aux gens de venir jusqu'à 2000. Moi, je suis sûr que ce n'est pas pour empêcher quelqu'un de dépenser ce qu'il a su. C'est un constat qui a obligé cette décision. J'en suis convaincu. Je ne travaille pas à la CIRAD. Je ne suis pas conseiller à la CIRAD. Mais c'est votre opinion à vous. Je suis sûr que c'est votre analyse. Si on continue de laisser libre cours, les gens vont continuer à venir faire de la monnaie. Vous ne pouvez pas savoir qui veut faire la monnaie ou qui a réellement 10 000 sur lui. C'est pour empêcher les gens de continuer à venir faire la monnaie au pompage que la décision est prise. Vous laissez libre cours, posez la dite celui qui a question. 10 000, comme celui qui veut faire la monnaie, les deux vont se mélanger. Posez la dite question. Posez la a dite question à tous les économistes. Nous nous retrouvons dans un cas où, de façon paradoxale, une structure décide d'elle-même de déprécier une monnaie. Et c'est très grave. D'accord, on va laisser le gouvernement pencher. C'est qu'au niveau, non, en fait, je le dis, c'est qu'au niveau de la plupart de nos comptes de péage aujourd'hui, il y a des espaces qui sont déjà réservés à ceux qui ont de la monnaie. Il y a les 10 espaces qui sont déjà réservés. Vous allez au niveau d'Arcos, vous allez au niveau des pères, vous allez au niveau de la monnaie. On va continuer le débat en antenne parce que le temps imparti à cette émission est fini. C'est un sujet d'actualité. Je suis d'accord avec tout le monde. Il y a l'esprit de la loi. D'accord, ce sont vos opinions. Le gouvernement, c'est tellement pour trancher parce que c'est un communiqué d'une société. On attend. La société, elle est claire dans son communiqué dans le 15 août, eh bien, elle ne prend plus les billets au-delà de 2000. Voilà, donc chacun interprète comme il veut. En attendant que le gouvernement statue, moi je vous donne rendez-vous à toute l'équipe tout à l'heure pour au débrief. Juste derrière, c'est le bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis.